Bienvenue dans Letty Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Le yoga sur chaise, plus rentable qu'un studio? La vérité que personne ne dit. C'est un sujet dont j'ai vraiment longtemps hésité à parler parce que je sais qu'il peut créer des réactions. Et je préfère le dire dès le début, oui, ce que je vais aborder aujourd'hui peut faire débat, parce qu'on va parler de rentabilité, on va parler d'argent, et dès qu'on associe yoga et argent, dans la même phrase, ça crispe un peu. Alors, je vais poser les choses calmement. L'objectif de cet épisode n'est pas de dire que la seule chose qui compte, c'est de faire de l'argent à tout prix. Ce n'est pas une glorification du chiffre. Ce n'est pas non plus un discours capitaliste qui serait déguisé en développement personnel. C'est simplement une conversation adulte sur une réalité très concrète. Quand on veut vivre de son enseignement, l'aspect financier ne peut pas être mis de côté. Il y a énormément de tabous autour du yoga et de l'argent, comme si le fait de parler de rentabilité rendait notre enseignement moins pur. Comme si vouloir un revenu stable en tant que professeur de yoga était presque indécent. Et je trouve que c'est un vrai problème parce que ce silence va créer beaucoup de souffrance et beaucoup de profs s'épuisent, travaillent énormément, remplissent des cours et pourtant leur compte en banque ne reflète pas leur investissement. Et moi, je ne parle pas de théorie. J'ai tenu un studio de yoga pendant plus de 9 ans, 9 années à gérer un lieu, des loyers, des charges, des imprévus, des remplacements, des plannings, des annulations de dernière minute, des périodes creuses. J'ai connu l'excitation d'un studio plein et j'ai aussi connu les mois où il fallait serrer les dents. Donc, je parle de modèle économique, je parle d'expérience vécue. Aujourd'hui, j'enseigne différemment. J'interviens ou je délègue des prestations de yoga sur chaise dans des structures externes, des entreprises, des maisons de retraite, des établissements spécialisés, des associations avec des événements spéciaux seniors, la semaine bleue, etc. Et ce changement de modèle m'a obligée à regarder les choses autrement, à comparer, à analyser et à observer ce qui était stable, ce qui était énergivore et ce qui était vraiment rentable. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Le studio, ok, ça fait rêver, ça donne une image, ça fait chic, ça donne une visibilité, il donne vraiment un sentiment d'ancrage. Mais en termes de stabilité financière, ce n'est pas toujours le modèle le plus solide. Et je sais que dire ça, ça peut déranger parce que le studio, c'est souvent perçu comme l'aboutissement, comme la preuve de réussite, comme vraiment la vraie voie du professeur de yoga qui réussit. Alors que le yoga sur chaise est encore parfois vu comme une adaptation secondaire, une option, voire même un plan B. Et si c'était l'inverse en termes économiques? Ce que je vais partager ici, dans cet épisode, ce n'est pas une opposition idéologique entre tapis et chaise, qu'on s'entende bien. Ce n'est absolument pas un jugement sur celles et ceux qui ont un studio. C'est plutôt une analyse lucide d'un modèle économique que j'ai moi-même vécu. C'est une invitation plutôt à réfléchir en professionnel. Parce que si tu veux durer dans ce métier, si tu veux continuer à transmettre sans t'épuiser, et si tu veux que ton enseignement reste aligné et libre, alors tu dois aussi sécuriser ton revenu. On ne peut pas parler d'alignement en faisant l'impasse sur la réalité financière. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Il faut qu'on parle franchement du studio. Parce que pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru que c'était l'aboutissement. Ouvrir son studio, avoir un lieu, sa lumière, son ambiance, sa communauté, ça fait rêver. Et je ne dis pas ça avec ironie. J'ai eu un studio pendant plus de 9 ans. 9 ans à porter un espace, à l'aimer, à le faire vivre. Je sais ce que ça représente émotionnellement. Un studio, c'est une identité, c'est un ancrage, c'est vraiment un lieu où les élèves entrent et se sentent chez eux. C'est une fierté aussi. Tu te dis, ça y est, je suis installée. Tu as des créneaux, tu as peut-être tes profs, si tu délègues, tu as un planning affiché, ça rassure. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ça coûte intérieurement et financièrement. Un studio, c'est pas seulement des cours qui se remplissent.
c'est aussi un loyer fixe tous les mois. Que la salle d'ailleurs soit pleine ou vide, on est d'accord. Ce sont des charges, des assurances, du ménage, du matériel, des travaux imprévus, des périodes creuses pendant les vacances, des annulations à gérer, des remplacements de dernière minute quand une prof est malade. C'est un rythme constant et c'est malgré tout quand même, il faut le dire, une pression silencieuse. Je me souviens très bien de certains mois où, alors les cours étaient super, hein, vraiment les élèves étaient heureux, l'énergie magnifique, les cours se remplissaient. Et pourtant, en fin de mois, eh bien, je faisais mes comptes et je me disais: «OK, tout ça pour ça?» Alors pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que la marge était fine, très, très fine. Mes cours étaient très peu onéreux pour que le yoga soit accessible à toutes les bourses, à tout le monde financièrement, que ce ne soit pas une pratique élitiste. Et du coup, je pratiquais des prix extrêmement bas avec une très, très haute qualité. Et c'est là des fois qu'il y a une illusion dangereuse. On confond souvent visibilité et rentabilité. Tu peux avoir un studio plein et ne pas dégager une vraie stabilité financière. Pourquoi? Parce que le modèle repose sur le volume. Beaucoup de cours, beaucoup de présence, beaucoup d'heures. Et ça peut user. D'accord? Année après année, ça peut user. Je vais te donner un exemple très concret. Quand tu factures un cours collectif à 15 ou 18 euros par élève, c'est un exemple, hein, même avec 10 personnes, tu dois remplir vraiment beaucoup de créneaux pour atteindre un revenu confortable. Je te laisse faire le calcul. Et si 2 ou 3 élèves ne viennent pas, eh bien ton chiffre descend, c'est mathématique. Il descend immédiatement. Du coup, ton revenu dépend du remplissage constant. Et ça crée vraiment une tension invisible. Tu es toujours en train de penser au prochain mois, au prochain planning, à la prochaine relance, à la prochaine période creuse. Et je ne dis pas que le studio est mauvais, je dis juste qu'il n'est pas toujours le modèle le plus stable. Et ça, on n'en parle pas assez. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à intervenir en yoga sur chaise à l'extérieur, c'est la différence de sensation. En entreprise, en maison de retraite ou dans certaines structures où on ne parle plus de remplir un cours, on parle de prestations, on parle de contrats, on parle de créneaux réservés, de programmes proposés, un parcours évolutif. Et ça, psychologiquement, ça change tout. Parce que quand tu as un contrat sur l'année ou voire 6 mois, même à raison de 2 prestations par semaine, eh bien tu sais que ce revenu est sécurisé. Tu n'es pas suspendu aux inscriptions individuelles, à la météo. Hein, ça, on le sait très bien, hein, la météo, grand soleil, il fait trop chaud, il y a un petit peu de gelée sur la route, tout le monde s'arrête de vivre et personne ne vient, annulation sur annulation. Donc, tu n'attends pas que les gens se motivent. Tu ne dépends pas d'une météo capricieuse ou d'une semaine de vacances, hein. Tu as un cadre. Et ce cadre, eh bien, il te permet de respirer. Je me rappelle très bien le moment où j'ai réalisé cette différence. J'étais en train de comparer mes heures. Alors, d'un côté, des cours studio qui demandaient préparation, accueil, rangement, communication, gestion des absences. Et de l'autre, une intervention entreprise avec un tarif horaire nettement supérieur, aucune gestion d'inscription, aucun loyer à absorber, aucun matériel à ramener et une visibilité sur plusieurs mois. Donc ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'énergie. Et ça, je veux vraiment que tu l'entendes. La rentabilité, ce n'est pas juste le chiffre brut, c'est aussi le rapport entre l'argent, le temps et la charge mentale. Si tu veux un conseil à très forte valeur ajoutée, ici, le voici. Commence à calculer ton revenu horaire réel, pas ton tarif affiché. Prends une feuille, note combien tu gagnes pour un cours, puis soustrais le loyer, les charges, le temps de préparation, le temps de transport, le temps administratif, la SACEM, les assurances, etc. Et regarde ce qu'il reste réellement par heure investie. Fais le même calcul pour une intervention yoga sur chaise en structure externe. La comparaison est souvent éclairante. Ce que j'ai compris avec le recul, bien sûr, c'est que le studio donne une sensation de contrôle, hein, mais pas toujours une vraie sécurité financière. Alors que le yoga sur chaise, lui, peut sembler un peu moins glamour, moins instagrammable, moins spectaculaire, mais il peut offrir une stabilité beaucoup plus solide.
Et ce n'est pas une trahison du yoga que de le reconnaître. C'est une posture mature. Parce qu'un professeur qui veut durer doit vraiment penser en professionnel. Et un professionnel, eh bien, ça regarde les chiffres, sans avoir honte, sans culpabilité, sans tabou. Dans la suite, on va comparer plus concrètement les deux modèles. Et je vais te montrer pourquoi le yoga sur chaise peut devenir un pilier économique stratégique, pas une simple adaptation. Visibilité ne veut pas dire stabilité financière. Je vais te le développer. Il y a quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et pourtant ça paraît évident quand on prend un peu de recul. Être visible ne veut pas dire être stable. Quand tu as un studio ou même simplement des cours réguliers en salle, tu es visible, on est d'accord. Les élèves te voient chaque semaine, tu es présente sur les réseaux, tu communiques d'ailleurs ton planning et tu as l'impression que ton activité existe pleinement. Et c'est vrai, elle existe, elle est tangible. Mais la visibilité ne protège pas ton compte en banque. Je me souviens très bien de ces périodes où mes cours étaient vraiment complets, la salle était vivante, vraiment les élèves revenaient, il y avait une super ambiance. Et pourtant, dès qu'arrivaient les vacances scolaires, les ponts de mai, l'été, tout se fragilisait. Les inscriptions baissaient, les présences devenaient irrégulières, les abonnements se suspendaient. On me réclamait toujours de prolonger la date de fin des abonnements, enfin bref. Sauf que le loyer, lui, il prenait jamais de vacances, ni l'URSSAF, on est d'accord. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions très concrètes. Alors, pourquoi est-ce que je dépends autant du remplissage hebdomadaire? Pourquoi est-ce que mon revenu fluctue autant alors que mon investissement reste constant? Et c'est là que le yoga sur chaise en structure externe m'a vraiment ouvert les yeux. Donc quand tu interviens en entreprise ou en maison de retraite ou d'autres structures, d'ailleurs j'en cite plus de 21 structures dans mes formations en e-learning, euh, tu ne parles plus d'inscription individuelle, tu parles de créneaux contractualisés, tu parles de facturation mensuelle, tu parles d'engagement sur plusieurs mois. Et ça, c'est plus un modèle qui est basé sur est-ce que les gens vont venir cette semaine? La météo, l'économie, l'ambiance euh, autour de soi, dans la ville. C'est vraiment, au contraire, un modèle qui est basé sur le créneau qui est réservé, la prestation qui est prévue, la facturation qui est actée. Et ça change tout ton système nerveux. Faut vraiment le dire. Je me rappelle le premier contrat long que j'ai signé. Alors, c'était pas spectaculaire, c'était pas une multinationale au départ, mais c'était clair. 2 interventions par semaine, sur plusieurs mois, je savais exactement combien cela représentait. Je pouvais anticiper, je pouvais planifier. Et surtout, j'étais plus dans la dépendance aux humeurs hebdomadaires des élèves. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est la différence entre revenu variable et revenu sécurisé. Le studio fonctionne souvent sur un revenu variable. Il dépend du taux de remplissage, il dépend de la fidélité individuelle, il dépend des saisons. C'est un modèle qui est fragile si tu n'as pas un très gros volume ou une très forte notoriété. Le yoga sur chaise en structure fonctionne sur un revenu sécurisé. Il repose sur un engagement institutionnel. Et une institution, contrairement à un élève individuel, ne décide pas à la dernière minute de ne pas venir parce qu'il pleut ou parce qu'il est fatigué. Et là, je vais te donner un conseil stratégique très important. Si tu veux stabiliser ton activité, ne cherche pas seulement à multiplier les cours. Cherche à sécuriser des blocs horaires. Un seul contrat en entreprise de 2 créneaux par semaine peut parfois représenter l'équivalent financier de plusieurs cours collectifs en salle. Et avec beaucoup moins de soucis, ou en tous les cas aléatoires. Et je te dis pas d'abandonner le studio, je te dis juste de réfléchir en termes d'équilibre. Quand j'ai commencé à analyser mes revenus, j'ai compris que ce n'était pas le nombre d'heures qui faisait la stabilité, c'était la nature des heures. Certaines heures sont instables mais visibles et d'autres sont moins visibles mais beaucoup plus solides. Et si tu veux durer dans ce métier, tu dois mélanger intelligemment ces 2 types d'heures. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on sous-estime énormément, c'est la charge mentale du remplissage. Alors ça, je l'ai vraiment, c'était mon quotidien. Quand ton modèle dépend du nombre de personnes présentes, eh bien tu es toujours en train de vérifier les réservations, les absences, les messages, les annulations, les relances. Quand ton modèle repose sur une prestation contractualisée, tu n'as pas cette micro-gestion permanente. Et ça libère de l'espace mental. Et cet espace mental, eh bien, tu peux le réinvestir dans ta pédagogie, dans ton développement, dans ta stratégie. Et je vais être encore plus concrète. Dans un studio, imaginons, tu peux facturer 15 à 20 euros par élève. D'accord, on l'a vu plus haut.
Même avec 10 personnes, ton chiffre horaire est limité par le plafond de la salle, par exemple, et par le tarif acceptable localement. On sait très bien que dans une petite commune, tu ne peux pas pratiquer les mêmes prix que sur une capitale ou une grosse ville. Alors qu'en entreprise, la facturation se fait à la prestation. Tu peux facturer 80, 100, 120 euros selon le contexte, parfois plus. Et que 10 ou 15 salariés participent, ton tarif ne bouge pas. Ce n'est pas une question d'avidité là, c'est une question de modèle économique. Et ce modèle change complètement la perception de ta valeur. Parce qu'en structure externe, tu es perçue comme une intervenante spécialisée, pas comme une prof qui dépend du nombre de tapis déroulés. Et ça change aussi ton positionnement intérieur. Je me suis rendu compte que je me sentais plus solide, plus professionnelle, plus claire dans mon discours quand j'intervenais en yoga sur chaise dans les structures. Parce que le cadre était proposé, parce que le tarif était assumé, parce que la prestation était définie. Et là, je te parle bien de yoga sur chaise, pas de yoga classique, d'accord ? Quand on intervient avec les seniors ou en entreprise ou les personnes à mobilité réduite, on parle de yoga sur chaise. Et cette posture-là, elle va rejaillir aussi sur tout le reste. Donc, si je devais te donner une clé très simple à retenir de cette partie, c'est que ce serait celle-ci. Ne confonds pas une activité visible à une activité viable. Pose-toi par exemple la question suivante. Si demain, tu perds 30% de tes élèves individuels, ton activité tient-elle? Tu as dû normalement faire un cahier des charges, d'avoir estimé ton budget pour pouvoir voir si la rentabilité était OK dans ton studio. Et si demain, tu perds un contrat structurel, as-tu d'autres piliers? La stabilité vient de la structure, pas du volume. Dans la suite, on va entrer encore plus concrètement dans la comparaison du studio versus yoga sur chaise, avec des chiffres, des ratios et surtout des choix stratégiques. Alors, studio versus yoga sur chaise pour vraiment avoir une vraie comparaison. On va faire quelque chose que peu de profs prennent vraiment le temps de faire. On va comparer froidement les deux modèles. Froidement, c'est-à-dire objectivement, concrètement, factuellement, d'accord? Alors, pas avec de l'émotion, pas avec l'image qu'on en a, mais vraiment avec des critères qui sont très concrets. Temps, énergie, revenus, stabilité par exemple. Ok? Allez, quand tu donnes un cours en studio, qu'est-ce que tu fais réellement? Tu prépares ta salle, tu te déplaces, tu accueilles les élèves, tu gères les retards, tu encaisses, tu échanges à la fin, tu ranges, voire même un petit ménage d'appoint. Tu communiques pour remplir par exemple le prochain créneau. Même si le cours dure 1 heure, ton investissement réel, on est bien d'accord, il va dépasser largement cette heure-là. Et si la salle n'est remplie qu'à moitié, ton revenu baisse immédiatement. Maintenant, comparons avec une intervention yoga sur chaise en entreprise. Tu arrives, le créneau est réservé, la salle est prête, les chaises sont là. Il n'y a pas d'encaissement individuel, il n'y a pas de dépendance au nombre exact de participants, que tu aies 3 personnes ou 15, c'est pareil. Tu interviens, tu factures, tu repars. Et enfin, la différence, elle est énorme, on est d'accord. Je me souviens très bien du moment où j'ai fait le calcul pour moi-même. J'ai comparé en fait 1 heure en studio avec toutes ces charges indirectes et 1 heure en entreprise. Même en enlevant les déplacements, même en intégrant le temps de préparation, eh bien le ratio restait nettement supérieur en yoga sur chaise externe. Mais au-delà du chiffre, il y a aussi la fatigue. Un studio demande une présence émotionnelle constante parce que tu es l'âme du lieu, tu portes l'ambiance, tu gères les tensions éventuelles entre élèves, tu gères les imprévus, tu gères l'occupation du planning. En entreprise, ton rôle il est clair, hein. Tu interviens dans un cadre défini, tu n'es pas responsable de la logistique globale du lieu et tu n'as pas de charge fixe liée à un espace. Et ça réduit énormément la pression. Je vais te donner une astuce très concrète que peu de profs appliquent. Au lieu de te demander combien je gagne par cours, commence à te demander combien me rapporte réellement chaque type de créneau par mois. Prends un cours studio hebdomadaire, multiplie-le par 4 semaines, soustrais les charges qui sont liées au lieu et intègre les absences moyennes et tu auras une estimation. Fais la même chose avec un contrat entreprise de 2 créneaux par semaine sur 1 an. Tu verras tout de suite la différence de prévisibilité. La rentabilité n'est pas seulement une question de tarif horaire, c'est aussi une question de continuité. Et le yoga sur chaise offre une continuité beaucoup plus naturelle parce qu'une entreprise ou une structure senior, par exemple, fonctionne sur des cycles longs, parce qu'elle budgétise à l'année, parce qu'elle cherche aussi la stabilité, pas un essai ponctuel comme ça. Et ça correspond parfaitement à une activité durable. Alors, je ne dis pas que le studio, il est inutile, hein, il peut être aussi une vitrine, il peut être aussi un espace de cœur, hein, il peut être aussi un laboratoire pédagogique. Mais si ton objectif est de sécuriser un revenu stable,
Tu dois accepter que le modèle économique n'est pas le même. Je vais te partager une prise de conscience. Alors, elle est très personnelle, hein, d'accord? Pendant longtemps, j'ai associé le mot réussite à l'image d'un studio plein. Je pensais que c'était vraiment la preuve ultime, d'accord? Puis j'ai réalisé finalement que ce qui me faisait réellement respirer, eh bien, c'était pas le nombre de tapis déroulés, c'était la stabilité de mes revenus. C'était la possibilité d'anticiper, c'était aussi le fait de ne pas dépendre d'un remplissage permanent. Et cette stabilité, eh bien, je l'ai trouvée beaucoup plus facilement dans le yoga sur chaise structuré que dans le modèle studio traditionnel. Alors, ça ne diminue en rien la qualité de l'enseignement, au contraire, parce que quand tu n'es pas en insécurité financière constante, eh bien, tu enseignes différemment. Tu es plus posé, plus clair, plus professionnel. Et c'est là que le regard change. Parce que le yoga sur chaise n'est pas une version simplifiée du yoga. C'est vraiment un modèle stratégique, c'est un levier économique, c'est une maturité professionnelle. Par contre, il faut être prêt dans cette spécialité. On ne fait pas n'importe quoi parce qu'on travaille dans des structures, dans des entreprises. C'est pas les mêmes attentes, hein. C'est pas les. Donc ta promesse a l'intérêt d'être au niveau, surtout du revenu que tu génères, d'accord, que tu récupères. Donc dans la suite, on va parler d'un point clé, c'est le pouvoir des contrats longs, parce que c'est là que tout bascule réellement. Il y a un moment très précis où j'ai compris que le modèle économique, en tous les cas, mon modèle économique changeait vraiment. Et ce n'était pas le jour où j'ai signé un gros contrat, hein. C'était pas non plus le jour où j'ai augmenté mes tarifs, pas du tout. C'était le jour où j'ai réalisé que pour la première fois depuis longtemps, ben, je savais exactement combien j'allais gagner le mois suivant. Et ça, franchement, honnêtement, pour un prof de yoga, c'est énorme. Quand tu fonctionnes uniquement en studio ou en cours collectif classique, franchement, mais tu vis dans une forme d'incertitude permanente. Tu espères que les élèves reviennent, tu croises les doigts pour que les inscriptions tiennent, tu surveilles les périodes creuses. Alors qu'avec un contrat long en yoga sur chaise, mais c'est totalement différent. Une entreprise qui te réserve 2 créneaux par semaine pour l'année, même pour 6 mois, c'est pas juste 2 heures de travail, c'est une colonne vertébrale financière. C'est une base, hein, qui est stable, sur laquelle tu peux construire le reste. Et ce que beaucoup de profs ne réalisent pas, c'est qu'on n'a pas besoin de 10 contrats pour changer la donne. Parfois, un seul contrat régulier peut déjà représenter plusieurs centaines d'euros par mois. 2 créneaux hebdomadaires facturés correctement sur un mois peuvent facilement atteindre 600, 700, parfois 800 euros. Et là, ça change tout. Parce que ces 700 euros ne dépendent pas du nombre d'élèves présents. Ils ne dépendent pas de la météo, ils ne dépendent pas des vacances scolaires. Ils dépendent d'un engagement structurel. Et je vais te dire quelque chose d'important, c'est que beaucoup de profs imaginent qu'il faut quitter leur emploi, ouvrir un studio et tout miser sur leur activité pour que ça devienne sérieux. Eh bien, désolé, pas du tout. C'est ma conception personnelle. Le yoga sur chaise permet exactement l'inverse. Il permet de commencer de manière progressive, de sécuriser un revenu complémentaire stable, de tester, d'installer une base financière sans prendre un risque énorme. Et c'est là que j'ai commencé à voir le modèle autrement. Alors, c'était pas studio ou rien, c'était plutôt développer une structure intelligente. Un contrat en entreprise, un créneau en maison de retraite, un groupe hebdomadaire senior. Et tu as déjà un socle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un guide gratuit, très concret pour celles et ceux qui veulent comprendre comment générer leur premier revenu en yoga sur chaise sans tout bouleverser dans leur vie, sans quitter leur job. Parce que beaucoup pensent que c'est compliqué, que c'est réservé à celles ou ceux qui ont déjà un réseau, que c'est inaccessible, alors que non. Structuré correctement, le yoga sur chaise peut te permettre d'atteindre tes premiers 700 euros par mois sans quitter ton job, sans ouvrir un studio, sans prendre un loyer. 700 euros, c'est pas anodin. Là, on parlait de 2 heures par semaine. C'est en fait un crédit qui se paie. C'est une pression qui va diminuer, c'est une respiration financière. Je te mettrai le lien du guide gratuit en description de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, il est là pour te montrer que ce n'est pas théorique, que c'est structurable et que ça peut être progressif. Mais revenons à notre sujet. Le vrai pouvoir du yoga sur chaise, ce n'est pas juste le tarif à l'heure, c'est la continuité contractuelle. Je le répéterai jamais assez. Une structure pense en budget annuel, elle pense en prestations, elle pense en partenariat. Et toi, quand tu te positionnes comme un partenaire, pas comme une prof qui dépend du remplissage, eh bien ton activité prend une autre dimension. Tu n'es plus suspendu au nombre de tapis, tu construis un modèle. Et c'est là que la rentabilité devient saine. Parce qu'elle n'est pas agressive, elle n'est pas obsessionnelle, elle est juste structurée. Dans la suite, on va parler d'un point clé, c'est la posture tarifaire et pourquoi le yoga sur chaise permet d'assumer des prix beaucoup plus justes.
il y a quelque chose que le yoga sur chaise a complètement changé chez moi. Et ce n'est pas seulement le modèle économique, c'est aussi ma posture face aux tarifs. Quand tu enseignes en studio, surtout en France, hein, tu es quand même très vite enfermé dans une norme. Un cours collectif vaut tant, un carnet, enfin un forfait vaut tant, et si tu dépasses un peu, on te regarde comme si tu exagérais, voire on ne vient pas chez toi. Et le tarif, il est souvent déterminé par le marché local, quelque part, par la concurrence, par ce qui se fait, entre guillemets. Et très vite, tu vas t'aligner. Même si intérieurement, d'ailleurs, tu sais que ton niveau, ton expérience, ton investissement en termes de formation mériterait davantage. D'ailleurs, je me souviens très bien d'un moment où j'ai réalisé que je travaillais vraiment beaucoup et mes élèves, si elles m'écoutent, elles le savent. Pour rester dans un cadre tarifaire vraiment presque figé, hein, moi je sais que personnellement, je n'ai jamais augmenté mes prix en 9 ans de temps. Et pourtant, j'ai traversé le Covid, hein, avec une fermeture du studio quasiment pendant un an, hein. Alors, je m'en rendais même plus compte, c'était vraiment devenu normal. Et le yoga sur chaise, lui, il m'a obligé à sortir de cette logique. En entreprise, tu ne parles plus en prix par élève, tu parles en tarif de prestation. Donc tu ne vends plus finalement une place sur un tapis, tu proposes un service professionnel. Et psychologiquement, c'est très différent. Quand tu présentes, par exemple, d'ailleurs j'interviens là dans quelques mois pour la Semaine Bleue Senior, eh bien je suis sur ce type de schéma. Quand tu présentes une intervention à 100 euros de l'heure à une entreprise ou pour X type de prestation, eh bien tu ne te compares pas au studio d'à côté, on est d'accord. Tu parles en termes de valeur ajoutée, tu parles de prévention, de qualité de vie au travail, de réduction des tensions, de bien-être organisationnel pour l'entreprise. Donc tu changes de langage. Et ce changement de langage va transformer aussi ton rapport au prix. Je vais te donner une astuce très concrète ici, parce que c'est essentiel. Ne fixe jamais ton tarif en fonction de ce que tu crois que les gens sont prêts à payer. Fixe-le plutôt en fonction de la valeur que tu apportes et de la structure dans laquelle tu interviens. Une entreprise, elle ne raisonne pas comme un élève individuel, elle raisonne en budget. Et souvent, le budget existe déjà. Et d'ailleurs, quand tu proposes une intervention ou une prestation, il faut que tu arrives au bon moment. Parce qu'une fois que le budget est bouclé, c'est terminé. Et même si l'objection sera désolé, on n'a plus d'argent pour pouvoir se permettre ce type de prestation, eh bien tu loupes une année. Donc il faut quand même intervenir au bon moment. Quand j'ai commencé à intervenir en structure externe, j'ai fait une erreur classique, c'est-à-dire que j'ai sous-estimé mes premières propositions. Alors, par peur d'être trop cher, par peur qu'on refuse. Et tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, on n'a même pas négocié. C'est-à-dire que le tarif est passé. Et je me suis dit, donc j'aurais peut-être pu proposer plus. Finalement, ce jour-là, j'ai compris que le problème n'était pas le marché, c'était ma propre perception. Le yoga sur chaise, parce qu'il s'adresse à des publics spécifiques, à des structures organisées, te permet d'assumer une posture plus professionnelle. Tu ne viens pas donner un cours, tu viens répondre à un besoin. Et répondre à un besoin, ça a un prix. Autre conseil très important, ne parle pas seulement du tarif horaire, parle du cadre, parle de la régularité, parle de l'engagement sur la durée. Plus ton offre, elle est structurée, avec un parcours évolutif, plus ton prix devient cohérent. Tu ne viens pas juste donner des cours de yoga sur chaise. Tu proposes un programme structuré évolutif sur 6 mois, par exemple. C'est un exemple. Un créneau hebdomadaire sur un an, ce n'est quand même pas la même chose qu'une intervention ponctuelle, hein. Ça doit se refléter dans ton discours. Je veux aussi casser une idée reçue, parce que beaucoup de profs pensent que le yoga sur chaise est moins technique, donc devrait être moins cher. C'est entièrement faux. En réalité, il demande une précision énorme, une adaptation constante, une vraie lecture fine des corps, euh, une compréhension des contraintes environnementales et souvent une responsabilité qui est accrue, notamment avec des publics seniors ou fragiles. Alors, pourquoi serait-il moins valorisé financièrement? Eh bien, la vérité, c'est que le tarif que tu pratiques va influencer aussi la manière dont on te perçoit. Quand tu te positionnes comme intervenante spécialisée en yoga sur chaise, que tu expliques ton cadre, ta méthodologie, ta responsabilité pédagogique, ton tarif, eh bien, il va devenir légitime. Et là, tu n'es plus en train de justifier ton prix, tu es juste en train d'exposer une expertise. Je vais être très direct ici. Si tu veux vivre de ton métier, tu dois accepter d'entrer dans une posture d'experte. Et le yoga sur chaise, c'est un terrain formidable pour ça. Parce qu'il ne repose pas sur la démonstration spectaculaire, il repose sur la compétence réelle. C'est-à-dire sur ta capacité à adapter, à sécuriser, à structurer. Et ça a de la valeur. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette partie, c'est que le yoga sur chaise te permet de sortir du plafond
tarifaire du studio. Il t'oblige à te positionner différemment, il t'aide à assumer un prix qui est plus juste. Et un prix plus juste, ce n'est pas gagner plus, hein, c'est respecter ton temps, ton expertise, ton engagement. Dans la prochaine partie, on va parler de ce modèle économique invisible du yoga sur chaise, c'est-à-dire celui qui ne se voit pas au premier regard, mais qui change tout quand on le comprend. Le modèle économique du yoga sur chaise. Ce que je vais te partager ici, c'est probablement la partie la plus importante, parce que le yoga sur chaise n'est pas seulement une pratique adaptée, c'est un modèle économique. C'est un modèle que très peu de professeurs analysent vraiment. Quand on pense yoga, on pense cours collectif, on pense planning hebdomadaire, on pense abonnement, on pense remplissage. Le yoga sur chaise fonctionne autrement, il fonctionne par bloc. Bloc entreprise, bloc maison de retraite, bloc structure spécialisée, bloc groupe senior régulier. Et ces blocs ne dépendent pas d'une dynamique individuelle, ils reposent sur une organisation institutionnelle. C'est ça le modèle invisible. Ce n'est pas le nombre d'élèves qui fait la rentabilité, c'est la stabilité des créneaux. Je vais te raconter comment j'ai commencé à structurer ça. Au départ, je voyais mes interventions de yoga sur chaise comme des missions ponctuelles. D'accord ? Une entreprise ici, une maison de retraite par là. Je ne les voyais pas comme une colonne vertébrale. Puis, j'ai commencé à les regarder autrement. J'ai pris un tableau, j'ai listé tous mes créneaux, j'ai séparé, j'ai mis des belles couleurs, j'ai séparé les heures variables, des heures contractualisées, et j'ai réalisé que les heures contractualisées, représentaient moins d'énergie, mais plus de sécurité. Alors, j'ai inversé la logique. Au lieu de chercher à remplir toujours plus de cours collectifs, j'ai cherché à sécuriser plus de blocs. Un contrat entreprise de 2 créneaux par semaine. Une maison de retraite avec un groupe fixe. Un établissement spécialisé avec une intervention régulière. Et là, sans augmenter mon nombre total d'heures, mais mes revenus se sont formidablement stabilisés. C'est ça que j'appelle le modèle invisible. Il ne repose pas sur la quantité, il repose sur la récurrence. Et je vais te donner une structure simple, par exemple, que tu peux analyser pour toi-même. Alors, imagine que tu sécurises, on va rentrer un peu dans les maths, 2 créneaux entreprise à 100 euros, un créneau senior à 80 euros et un créneau en structure spécialisée à 90 euros. On est déjà sur plusieurs centaines d'euros par semaine, on est d'accord. Et on parle que de quelques créneaux ciblés. Je rappelle qu'une personne lambda travaille 8 à 9 heures par jour. Alors, c'est pas irréaliste, hein. C'est pas exceptionnel en plus, c'est vraiment structurable. Et surtout, ce n'est pas dépendant d'un remplissage aléatoire. L'erreur que beaucoup font, c'est de considérer que le yoga sur chaise est juste comme un complément, alors qu'il peut devenir un pilier financier, un pilier stratégique, un pilier qui soutient tout le reste. Je vais te partager une autre astuce qui est très concrète. Alors, ne cherche pas à tout faire en même temps, d'accord ? Commence par un seul bloc, un seul contrat, une seule structure, un seul créneau stable. Quand tu sécurises ton premier bloc, tu changes déjà ton rapport au reste de ton activité. Tu n'es plus en train de survivre, entre guillemets, hein, tu construis. Et c'est là que la rentabilité devient saine. Parce que tu ne cours plus après chaque élève, tu n'acceptes plus des tarifs trop bas, tu n'empiles plus non plus des heures mal payées, hein, si tu es prestataire. Là, tu vas vraiment choisir. Et ce choix, il est possible parce que tu as une base. Et je vais être honnête avec toi, le yoga sur chaise n'est pas spectaculaire, on est d'accord. Hein, il te donnera peut-être pas la photo Instagram parfaite, hein, mais il peut te donner une liberté que beaucoup de professeurs n'ont pas. La liberté de refuser un créneau mal payé, la liberté de réduire tes heures, la liberté de développer une offre plus qualitative. Et ça, c'est un luxe qui est énorme, énorme. Ce modèle invisible demande malgré tout de la méthode. Il demande une compréhension du terrain. Il demande de savoir comment approcher une structure, comment présenter une offre, comment négocier un cadre, comment décrocher une prestation sur 6 mois, 1 an. Mais une fois que tu l'as intégré, et tu ne regardes plus ton activité de la même manière. Dans la dernière partie, je vais refermer cet épisode avec cette dernière partie en te parlant du changement de regard. Parce qu'au fond, tout commence là. Si tu retiens une seule chose de cet épisode, j'aimerais que ce soit celle-ci. Le yoga sur chaise n'est pas une version moins que. C'est pas une roue de secours. Ce n'est pas un plan B. C'est un modèle économique à part entière. Et je sais que ça peut déranger d'entendre ça, parce que dans l'imaginaire collectif du yoga, la réussite est souvent associée à un studio, au lieu à soi, à l'image du professeur entouré de tapis. Mais moi aussi, j'ai porté ce modèle pendant 9 ans. Je l'ai aimé, je l'ai défendu, je l'ai construit et je ne regrette absolument rien. Mais avec le recul, je peux te dire une chose très clairement. La stabilité financière que j'ai trouvée en structurant des prestations de yoga sur chaise dans des structures externes
a changé mon rapport à mon métier, à tel point que j'ai fermé mon studio de yoga. Je ne suis plus dans la course au remplissage, je ne suis plus suspendue aux annulations. Qu'est-ce que ça fait du bien? Je ne suis plus dépendante d'un volume permanent. Je suis vraiment dans une posture de partenaire. Et cette posture, elle change tout. Parce que quand tu interviens en entreprise, en maison de retraite, en établissement spécialisé, tu es positionnée comme une professionnelle experte. Alors bien sûr, il faut être formé, si tu le souhaites. Je propose des formations de yoga sur chaise en e-learning avec 3 types de formules. N'hésite pas à les regarder sur ma plateforme. Quand tu interviens dans ces structures-là, tu réponds à un besoin identifié. Tu proposes un cadre, tu assumes en fait un tarif et tu vas travailler dans la durée avec eux. Et cette stabilité va te permettre d'enseigner avec plus de sérénité. Parce que soyons franchement honnêtes, quand ton revenu est fragile, ton système nerveux l'est aussi. Et ça se ressent finalement dans ta posture. Ça se ressent même dans tes décisions. Ça se ressent dans ta capacité de dire non. Ça se ressent aussi au travers du lien que tu peux avoir avec tes élèves. Le yoga, lui, nous apprend l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, d'accord? Donc pourquoi ne pas l'appliquer, ou en tous les cas, pourquoi ne pas appliquer ces principes à notre modèle économique? Et ce que je défends ici, ce n'est pas l'argent pour l'argent. Je vous l'ai dit dès le début, ce n'est pas la recherche du profit à tout prix. C'est la cohérence. Si tu veux durer, si tu veux continuer à transmettre cette magnifique transmission du yoga sur chaise, si tu veux préserver aussi ta santé, ton énergie, ton enthousiasme, eh bien, tu dois penser ton activité comme une structure, pas comme une succession de cours. Le yoga sur chaise, quand il est bien positionné, bien structuré, bien tarifé, avec, pour toi en tous les cas, d'amener une réelle expertise. Rappelle-toi, je te l'ai dit, c'est des structures qui offrent des tarifs très intéressants. Par contre, il faut être à la hauteur de la promesse. Et tu gères des publics qui n'ont rien à voir avec un public studio, d'accord? Le yoga sur chaise, quand il est bien positionné, bien structuré, bien tarifé, eh bien peut devenir cette structure parce qu'il peut être finalement le pilier qui te permet ensuite bien de choisir tes autres créneaux, de développer même des projets beaucoup plus créatifs, de ralentir sans paniquer. Et ça, c'est une vraie liberté. Alors, je te dis pas d'abandonner le studio, je ne te dis pas non plus qu'un modèle est meilleur qu'un autre dans l'absolu, je te dis simplement d'oser regarder les choses avec lucidité, oser analyser, oser comparer, oser sortir des tabous. Parce que le yoga mérite d'être transmis par des professeurs stables, sereins et économiquement alignés. Si tu sens que cette réflexion résonne en toi, si tu commences à te dire « et si je pouvais structurer ça différemment », alors prends le temps d'y réfléchir. Commence petit, un bloc, un contrat, un créneau stable et observe ce que ça change dans ton énergie. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de rentabilité, c'est une question de maturité professionnelle. Voilà, on arrive à la fin de ce long épisode, mais j'ai eu beaucoup de bonheur à faire. Si ce que je viens de te partager t'a aidé à voir les choses peut-être autrement ou t'a donné au moins une prise de conscience utile, prends juste quelques secondes pour liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à se développer et à faire connaître aussi ce contenu à d'autres professionnels qui en ont besoin. Et si tu veux aller plus loin sur le yoga sur chaise, la structuration de ton activité ou le travail avec les entreprises et les structures, pense aussi à t'abonner à la chaîne parce que je partage tous les lundis des contenus très concrets issus du terrain, de mon expérience pour t'aider justement à enseigner autrement et à développer une activité qui est beaucoup plus stable, plus professionnelle. N'hésite pas non plus peut-être à partager cette vidéo à une collègue, un collègue ou quelqu'un qui se pose exactement ces questions en ce moment. Et très souvent, on se rend compte qu'on n'est pas seul à bloquer sur ces sujets. Namasté.